Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence sur quelles sont les étapes clés pour réussir l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, j'ai à mes côtés aujourd'hui Pierre Marzin, consultant à l'APEC, que je remercie d'avoir accepté mon invitation pour co-animer à mes côtés pour les adhérents de l'AFDAS cette webconférence. J'ai évidemment Sandrine Carrois aussi, ma fidèle complice depuis le début de cette aventure des webconférences et qui ne manquera pas de répondre à vos questions. Donc par écrit, que vous pouvez nous poser à partir de l'espace de questions-réponses que vous avez en bas à droite de votre écran. Voilà, donc au cours des 35 prochaines minutes à peu près, Pierre va dans un premier temps en effet passer en revue les étapes clés selon l'APEC pour réussir l'intégration d'un nouveau collaborateur. Et je prendrai le relais pour vous parler de comment l'AFDAS peut vous accompagner selon les nouvelles modalités issues de la réforme de septembre dernier pour former, en effet, les nouveaux collaborateurs que vous intégrez au sein de vos organisations. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Pierre. Donc je vais déplacer la caméra. Vous voyez Sandrine au passage qui est à nos côtés. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais intervenir sur les phases clés de l'intégration. Mais avant toute chose, avant de parler d'intégration, bien évidemment, il faut parler recrutement. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette présentation sur ce qui nous semble important en matière de recrutement, c'est-à-dire de savoir respecter et identifier chacune des étapes qui nourrissent un recrutement. La première étant l'étape clé, celle de l'analyse du besoin, celle dont va dépendre finalement la réussite du recrutement. À l'inverse, celle de l'intégration, la sixième étape, est bien souvent celle par laquelle peut arriver trop facilement et qu'on peut tout à fait s'éviter l'échec de ce recrutement. Donc, six étapes: l'analyse, la communication, donc qui va passer par l'offre, bien évidemment, la présélection, l'évaluation, la décision, qui vont toutes s'appuyer sur le travail qui a été fait lors de l'analyse du besoin, qui est un travail généralement fait par les RH en collaboration avec les managers pour que chacun prenne sa responsabilité en matière de réussite de recrutement. L'idée, c'est d'arriver à une intégration réussie où le processus de recrutement ne va pas s'arrêter le jour de la signature du contrat de travail, mais va s'arrêter à la fin de la période d'essai. Et c'est donc cela que l'on va voir ensemble pendant ces quelques instants. Alors, pourquoi? On pourrait se dire pourquoi effectivement passer du temps sur la question d'intégration, puisque une fois qu'on a le collaborateur qui a signé son contrat et qu'il est rentré dans l'entreprise et qu'il est normalement déjà au travail, pourquoi se poser la question de l'intégration? Tout simplement parce qu'il y a une réalité de l'échec de l'intégration. Or, quand vous avez mis du temps à recruter le candidat et le collaborateur dont vous avez besoin, il est un peu dommage de se priver de tout ce travail en amont par inattention à cette fameuse période d'intégration. Donc deux chiffres qui vous sont proposés. Le premier qui est quand même le pourcentage des collaborateurs qui ne vont pas aller au bout de la première journée. Tout simplement, 4% des collaborateurs recrutés ne finissent pas la première journée de travail. C'est quand même un peu décontenançant. Alors vous allez me dire 4%, finalement, c'est un chiffre relativement faible. Sauf que si vous passez au second chiffre, c'est-à-dire les 22%, ces 22% correspondent au départ, à la proportion de nouveaux collaborateurs qui vont partir dans les 45 premiers jours. Donc, c'est quand même un recrutement sur 5 qui ne va pas réussir. Alors, là, dans ce chiffre, on n'a évidemment pas les raisons du départ, mais il n'empêche que
on peut estimer que une intégration parfaitement réfléchie et parfaitement déroulée va réduire ce chiffre qui est quand même un chiffre important. Alors, une dernière information quand même pour prendre conscience de l'importance de l'intégration, c'est que la même étude, donc c'est une étude de Bearing Point qui nous dit que le coût d'un ratage, passez-moi l'expression, d'une intégration, c'est la première année, ça coûterait 3 fois le salaire du nouveau collaborateur. Donc, en dehors de la mobilisation des compétences, c'est aussi un coût financier réel. Hein. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on passe du temps à réfléchir et à travailler sur ce que doit être l'intégration ou ce que peut être l'intégration, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas de prescription, évidemment. Tout va dépendre de l'environnement dans lequel vous évoluez. Je reviens donc sur cette période d'intégration qu'on vous propose de structurer en 2 phases. D'abord, une phase de découverte qui va commencer dès la signature du contrat, mais avant l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. C'est-à-dire que, bien souvent, vous signez un contrat avec un collaborateur au moment où, bien avant le moment où il va arriver réellement dans l'entreprise. Et jusqu'au jour J, on est sur une phase de découverte. Et ensuite, on va passer sur une phase de confirmation. C'est-à-dire que, à partir du jour J jusqu'à la fin de la période d'essai, donc 4 mois pour les cadres, éventuellement avec une reconduction, on va travailler sur ce que doit être une phase d'intégration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours type dans l'entreprise, pour les entreprises en général. C'est à chacun d'entre nous de réfléchir à ce qui va correspondre à notre culture d'entreprise, avec des objectifs à atteindre, évidemment différents selon les entreprises, selon les postes, de personnaliser aussi en fonction de l'âge, éventuellement, des besoins et des attentes, d'automatiser un certain nombre de missions qui peuvent l'être, de socialiser pour engager le collaborateur et les collaborateurs déjà présents dans l'entreprise, enfin de mesurer les résultats de votre intégration, parce que si vous mettez un process d'intégration, il va falloir en mesurer les résultats. Alors, première phase de découverte, de se familiariser avec la culture de l'entreprise. Et ça, c'est important parce qu'on a tous les organismes ont des fonctionnements qui semblent un peu évidents à ceux qui en ont l'habitude, mais qu'il faut parfois expliquer à ceux qui vont arriver, ou en tous les cas donner les clés de compréhension. Créer un sentiment d'appartenance, oui, pour que cette culture d'entreprise soit le plus rapidement partagée, même si on sait que le temps est une notion extrêmement importante dans ce sentiment d'appartenance, et en tous les cas de faire en sorte que tous les moyens soient mis à disposition pour qu'il n'y ait pas de refus et de blocage, de fournir les premiers repères et d'impliquer l'interne, parce que c'est aussi à l'interne de faire en sorte et aux collaborateurs déjà présents, de faire en sorte que les nouveaux collaborateurs soient le mieux intégrés. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a pas de process d'intégration type. Il n'y a que des process d'intégration adaptés à chacune des entreprises qui souhaitent le mettre en œuvre. Mais on peut quand même retenir une information, c'est que les processus d'intégration qui marchent sont les processus d'intégration qui commencent en amont du recrutement. Et pour cela, un certain nombre d'outils peuvent être mis tout à fait en œuvre, particulièrement des outils très simples. Hein. On n'est pas là pour inventer des usines à gaz, on est là pour utiliser des moyens qui sont disponibles dans l'entreprise qu'il suffit de mobiliser, à condition de les avoir identifiés. Là, un des premiers moyens, et il y aura une liste de moyens qui vous seront proposés à l'issue de cette présentation, un des premiers moyens, c'est simplement un mail d'accueil. Ça a l'air idiot, mais d'informer le nouveau collaborateur qui va être accueilli par monsieur untel, qui aura un déroulé de la journée de telle ou telle façon, qu'il va rencontrer tel ou tel de ses pairs, eh bien, c'est un premier moyen de dire, voilà, nous vous attendons et vous allez pouvoir rencontrer telle ou telle personne. Donc, le mail de bienvenue, en parallèle d'ailleurs, il peut y avoir un outil, une fiche
manager, que j'appellerais une fiche manager, qui peut permettre au manager lui-même, parce que c'est souvent lui qui va être le pivot de cette intégration réussie, de les faire penser à un certain nombre d'éléments qu'il peut préparer pour la bienvenue du nouveau collaborateur. À l'inverse, le livret d'accueil peut être un outil qui, là, pour le coup, est à la responsabilité des ressources humaines, même s'il peut tout à fait être nourri par l'ensemble des collaborateurs, parce que l'expérience fait que, au fait, on avait oublié de mettre telle information dans le livret d'accueil, ou au contraire, telle information n'a peut-être pas lieu d'être. L'intérêt du livret d'accueil, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en œuvre, qu'on peut le faire évoluer, surtout si c'est un format numérique, c'est plus facile à faire évoluer, et que c'est un élément que l'on peut transmettre. Donc il y a un côté cadeau d'accueil, cadeau entre guillemets, mais qui peut tout à fait être utile et symboliquement permettre de fonder cette relation qui est en train de se nouer entre le nouveau collaborateur et son entreprise. Hein. C'est un peu le cadeau de bienvenue. D'ailleurs, certaines entreprises vont plus loin et elles proposent des welcome packs, c'est-à-dire un certain nombre de cadeaux, de goodies, alors certains plus utilitaires que d'autres, mais c'est une façon de marquer la relation. Alors, pour ne pas oublier d'éléments lors de l'intégration, il peut être bon, et là c'est une proposition qui vous est faite, et bien évidemment ça n'a pas valeur d'être la loi en matière d'intégration, mais vous pouvez réfléchir et faire en sorte de ne rien oublier avec un outil que le RH peut créer et soumettre ensuite aux différents interlocuteurs que le collaborateur va rencontrer, parce qu'il y a évidemment le manager, mais il peut y avoir éventuellement le DSI, il peut y avoir la comptabilité, il peut y avoir... Donc il y a d'identifier tous les interlocuteurs qui vont être dans un temps plus ou moins étendu, des interlocuteurs pour le collaborateur. Voilà, donc on ne va pas lister l'intégralité de ce qui a écrit sur cette checklist, mais elle a le mérite d'exister. À vous, éventuellement, de vous en nourrir pour réaliser la vôtre. C'est aussi un moyen de faire travailler les collaborateurs qui vont accueillir un nouveau collaborateur et donc de les impliquer dans cet accueil dès la création des outils. Hein. Et par exemple, et on va voir un certain nombre d'outils qui peuvent être utiles pour faire évoluer son process de recrutement, mais j'anticipe un petit peu. Alors, exemple d'un jour J où dès le matin, on peut tout à fait envisager qu'il y ait une découverte de l'entreprise avec les différents interlocuteurs que le nouveau collaborateur va être amené à rencontrer, de présenter la nouvelle recrue à l'ensemble de l'entreprise ou à l'ensemble du service ou à l'ensemble de l'équipe, à vous d'adapter, de parcourir l'organigramme aussi avec lui, parce que ça peut être intéressant de placer sa fonction, son poste, dans l'environnement de l'entreprise telle qu'elle est structurée. Alors, il y a plus ou moins d'importance à l'organigramme en fonction de la taille de l'entreprise, mais il n'empêche que d'être capable de se situer au milieu d'un environnement nouveau, c'est un moyen de favoriser cet atterrissage et cette intégration. Et puis, la touche finale de la matinée, c'est bien évidemment le déjeuner avec un certain nombre des collaborateurs. Tout le monde n'est pas forcé d'être présent, mais on a tous souvenir d'entreprises dans lesquelles on est arrivé et où un ou deux ou trois collègues sont venus à la fin de la matinée vous informer que oui, on vous attendait pour déjeuner, on va déjeuner à tel endroit, et ça a l'air assez simple à mettre en œuvre, mais pourtant c'est des choses qui sont fondamentales. Il ne faut pas oublier que la première impression, c'est quand même celle qui est déterminante dans la réussite de tout process, et particulièrement en matière d'intégration. Et puis l'après-midi, on peut aller commencer à travailler avec les collaborateurs et mettre en place ce qui va être le calendrier de l'intégration. Hein. Objectif confirmation donc sur ce calendrier, parce que là, une fois les premières impressions et les premiers outils délivrés pour qu'elles soient les meilleures possibles, eh bien, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'adaptation optimale du collaborateur dans ses missions. L'idée, c'est de trouver ensemble les moyens de mieux
mettre en œuvre le plus rapidement possible l'opérationnalité du collaborateur dans le cadre des objectifs qui vont lui être confiés sur la période d'essai qui s'annonce, la période d'essai renouvelable éventuellement, qui s'annonce. Donc là, on investit dans le long terme, et pour cela, eh bien, il est bon d'avoir un certain nombre de points réguliers pour pouvoir ne serait-ce qu'adapter les objectifs qui ont pu être déterminés. On peut tout à fait, dès les premiers jours, fixer un certain nombre d'objectifs, puis se faire un petit point formel. On n'est pas obligé de rentrer dans des process très formalisés, mais de prendre un moment, au bout d'un mois, avec le nouveau collaborateur, et de dire, bon, on avait décidé que tu en serais là à cette période, où est-ce que tu en es? Est-ce que les objectifs étaient suffisamment ambitieux, ou est-ce qu'ils étaient trop ambitieux? Est-ce que tu as eu les outils pour le faire? Est-ce que tu as eu les interlocuteurs pour le faire? Et donc de faire un point comme ça, régulier, pour que, in fine, lors de la fin de la période d'essai, on puisse argumenter objectivement la décision, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, mais on puisse s'appuyer sur des éléments concrets de ce qui a marché ou de ce qui a moins marché pour incarner la décision. Alors, il y a un élément qui est, sur lequel il faut absolument s'appuyer, enfin, en tous les cas, évoquer en matière d'intégration, c'est celui de la formation. La formation, c'est un bon moyen aussi de mettre en œuvre à la fois la culture de l'entreprise, mais aussi le métier. On a un contrôleur de gestion, il va pouvoir changer l'entreprise, mais il y a des pratiques qui peuvent évoluer, ne serait-ce que par exemple le logiciel qui est utilisé dans l'entreprise. Donc la question de la formation peut se poser, elle n'est pas automatique, mais elle peut se poser dans le cadre d'une intégration réussie. C'est d'ailleurs un élément qui est un élément extrêmement apprécié, particulièrement des jeunes diplômés dans leur période d'intégration. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur la question de la formation. Est-ce que on va mettre en œuvre une formation? Alors là, l'exemple qui est donné chez Insight, c'est une formation de quelques jours à 3 semaines qui s'adapte en fonction des candidats. Hein. Et là, c'est intéressant de souligner, la période d'intégration, c'est aussi une période qui peut être avec des fondamentaux par lesquels chacun des nouveaux collaborateurs va passer, mais avec aussi des adaptations en fonction des profils. Hein. Donc ça, c'est cette dimension d'adaptation est nécessaire à avoir à l'esprit pour que l'intégration soit la plus pertinente et la plus efficace possible. Enfin, pour terminer, un processus... ah oui, excusez-moi, j'ai anticipé sur la fin. Oui, et c'est un outil d'ailleurs extrêmement intéressant parce que ça, c'est la libre parole qui est donnée aux collaborateurs à un moment donné dans la période d'intégration, évidemment plutôt sur la fin de l'intégration, de lui demander qu'est-ce qu'il a étonné. Alors attention, il s'agit de faire en sorte que ce soit un outil positif, hein, que ce soit un outil positif à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise qui accueille, pour pouvoir faire évoluer le process d'intégration. Donc il ne s'agit pas d'en faire un piège ou un showstrap pour le nouveau collaborateur. Donc on peut tout à fait encadrer les choses de façon à ce que ça ne porte préjudice, pas préjudice aux collaborateurs. Donc, à vous de réfléchir dans quel cadre vous allez pouvoir le proposer, mais c'est un outil extrêmement utile parce que le collaborateur arrive avec une expérience qui vient d'ailleurs et que cette expérience, elle peut servir à l'intégration telle qu'elle est proposée dans l'entreprise. Donc, c'est un moyen. On n'est jamais. Enfin, le regard extérieur est toujours différent du regard interne où on a toujours des choses qu'on ne voit plus, il y a des choses auxquelles on ne fait plus attention parce que on en a l'habitude, que ça ne nous choque plus, alors que peut-être que ça mérite d'être remis en cause. Donc, le rapport d'étonnement peut être un outil extrêmement utile pour faire évaluer le processus de recrutement vu par le candidat. Enfin, dernière, cette fois-ci c'est la dernière étape, c'est d'évaluer votre process de recrutement. Un process de recrutement, et quel que soit le process d'ailleurs, un process d'intégration, quel que soit le process, nécessite d'être évalué pour voir dans quelle mesure il est pertinent et sur quoi on peut le faire évoluer.
hein. Donc, il peut y avoir des indicateurs, par exemple, le nombre de périodes d'essai qui ont été rompues à l'initiative de l'entreprise, le nombre de périodes d'essai rompues à l'initiative des collaborateurs, le nombre de périodes d'essai rompues dès la première semaine, l'ancienneté moyenne des collaborateurs, le nombre de démissions et les dates de démission. Donc un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nourrir votre process d'intégration, enfin l'évaluation de votre process d'intégration, afin que celui-ci soit adaptable, le plus pertinent possible et qui soit le plus efficace possible. Voilà, rapidement brosser quelques points de réflexion sur ce que peut être un processus d'intégration, très lié à votre culture d'entreprise, très évolutif et qui a des moyens de faire que tout le travail que vous avez fait en amont en matière de recrutement soit payé d'un retour positif. Voilà, il me reste à vous remercier. Et je passe la parole à Véronique. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention très riche d'informations. On n'en doutait pas. Donc maintenant, je vous propose que nous observions ensemble comment l'AFDAS vous accompagne donc avec les outils de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018. Alors, dans un premier temps, je vous ai listé donc les dispositifs de financement ou outils qui donc sont potentiellement financés par votre OPCO. Donc vous avez effectivement dans le cadre d'une intégration la possibilité de faire appel à la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc chacun de ces dispositifs, je vais vous les détailler. Vous pouvez aussi envisager cette intégration dans le cadre des contrats en alternance que sont le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Pour former un nouveau collaborateur, vous avez une enveloppe pour les entreprises de moins de 50 salariés qui s'appelle désormais le plan de développement des compétences. Vous avez aussi là pour toute taille d'entreprise le plan de formation de branche ou conventionnel si vous faites partie d'une branche en effet qui a décidé donc un financement particulier sur cet item. Et puis évidemment, l'AFDAS peut vous accompagner au travers de vos versements volontaires, sachant que c'est une question que nous nous posons au regard des différents projets de formation que vous pouvez avoir au cours de l'année et qui détermine en effet l'opportunité de signer ensemble une convention de versement volontaire en vue de vous accompagner dans les meilleures conditions et de faire l'ingénierie financière la plus performante possible. Et puis, nouvelle modalité d'apprentissage qui a fait son apparition dans la loi et qui est celle de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, dont je vais également vous parler. Alors, avant de passer au dispositif et à cette modalité, je souhaitais vous rappeler que pour tout recrutement, il y a potentiellement des aides à l'emploi de l'État dont vous pouvez bénéficier et qui s'intègrent dans le cadre du PIC, le fameux plan d'investissement dans les compétences qui a été signé pour 5 ans, je crois que c'est de 2018 à 2023 ou 22, et qui donc prévoit une enveloppe sur 5 ans de 15 milliards d'euros. Donc il y a des fonds conséquents qui sont mis à la disposition des demandeurs d'emploi et des salariés les moins qualifiés pour répondre aux nouveaux enjeux économiques en termes donc d'acquisition de compétences sur le numérique, cognitif, social et situationnel. Donc voilà pour la définition du PIC et typiquement la POEC dont je vais vous parler fait partie des financements accessibles via le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Alors là, je vous ai indiqué deux dispositifs que sont le parcours emploi compétences et les emplois francs. Donc pour le PEC, le parcours emploi compétences, il repose donc sur le triptyque emploi, accompagnement, formation, ce qui sous-entend que vous signez donc un nouveau contrat, donc un contrat aidé avec un collaborateur que vous avez identifié donc et qui est un demandeur d'emploi.
soit en CDI, soit en CDD. Dans ce cas, il faut qu'il soit d'au moins 9 mois. Avec donc un minimum d'activité hebdomadaire de 20 heures et rémunéré au SMIC. Alors, ce PEC, parcours emploi compétences, est réservé aux entreprises du secteur non marchand, ce qui n'était pas le cas effectivement jusqu'en 2018 pour les entreprises qui faisaient appel aux emplois aidés CUI, CAE. L'aide varie d'une région à l'autre puisqu'elle s'appuie sur une décision préfectorale et peut aller de 30 à 60% du taux horaire du SMIC et sous-entend aussi des exonérations de charges. Alors, concernant les emplois francs, là, nous avons une porte d'entrée qui est celle de la résidence du demandeur d'emploi, puisqu'il faut qu'il réside dans un quartier prioritaire de la ville. C'est un dispositif qui est accessible sur tout le territoire à toute entreprise dès lors où elle n'est pas une entreprise publique ou une société d'économie mixte. Et les aides sont de 2 500 à 5 000 euros par an selon le contrat qui est signé, CDI, CDD. Voilà, donc ce que je vous invite à faire si vous souhaitez en savoir plus sur les aides à l'emploi de l'État, eh bien, c'est de revisionner donc la webconférence du 18 septembre qu'Elisa Bayon de la Direct Île-de-France avait animée pour les adhérents de l'AFDAS, sachant que je vous ai mis effectivement le lien sur cette diapositive et je crois que Sandrine vous l'adresse également dans ses messages. Voilà pour les aides. Alors revenons maintenant au dispositif. Donc un zoom sur la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc c'est un dispositif qui intervient en amont du recrutement d'un nouveau collaborateur, sachant que c'est en effet le Pôle emploi qui intervient à hauteur de 90% de son financement et donc votre OPCO pour les 10% restants. La POEC émane d'une réflexion d'une branche professionnelle qui travaille en collaboration avec son OPCO, en collaboration évidemment avec son observatoire des métiers, en collaboration avec les organismes de formation susceptibles de répondre à ce besoin qui est identifié sur le marché de l'emploi de la branche professionnelle et qui amène la branche à en effet construire avec ces organismes de formation, avec son OPCO et en collaboration avec le Pôle emploi, particulièrement sur le plan financier, eh bien un parcours de formation qui peut aller jusqu'à 400 heures. Donc un demandeur d'emploi intéressé par le métier visé peut en effet en bénéficier et sera amené à effectivement signer un contrat de travail qui peut être signé en CDI ou en CDD sur au moins 12 mois. Donc voilà pour la POEC qui peut amener eh bien, sur un métier en transformation, eh bien, une entreprise à intégrer finalement une personne qui a été préalablement parfaitement formée aux nouvelles compétences nécessaires sur ce métier. Autre dispositif que j'évoquais évidemment dans le cadre de cette intégration, celui de l'alternance. Donc là, 2 contrats en alternance cohabitent. Le contrat d'apprentissage qui peut être conclu donc pour des formations au minimum de 400 heures par an. Le contrat de professionnalisation qui lui peut être conclu sur au minimum 150 heures et 6 mois de contrat. Tous deux visent eh bien soit titre ou diplôme à finalité professionnelle, qualification reconnue dans la convention collective, qualification sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle ou encore formation interne, puisque là on a vu dans la réforme qu'au titre du contrat d'apprentissage, il y a de la souplesse qui a été apportée sur un certain nombre de sujets et notamment sur la mise en œuvre au sein d'entreprises a priori d'une certaine taille, eh bien, de centres de formation d'apprentis internes permettant à l'entreprise d'utiliser en effet le contrat d'apprentissage pour intégrer de nouveaux collaborateurs qu'elle forme à ces métiers dans le cadre de ce centre de formation d'apprentis internes.
Alors, autre nouveauté sur le contrat d'apprentissage, il peut désormais être signé jusqu'à 29 ans par un candidat. Il peut y avoir potentiellement une partie de la formation qui peut se faire à l'étranger, ce qui n'était pas possible dans le précédent contrat. Oui, il est aujourd'hui possible, en tout cas identifié dans le Code du travail, les conditions dans lesquelles un contrat d'apprentissage peut se rompre. C'est vrai qu'il y avait un no man's land légal sur ce point qui pouvait être problématique en cas de soucis avec un apprenti. Donc ça, c'est un point qui a été résolu au travers de cette réforme de l'apprentissage. Voilà, sur le contrat de professionnalisation, il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est que il peut désormais être signé sur 36 mois, ce qui est quand même une avancée. Donc on peut imaginer que là, le législateur a décidé de répondre à ce que nous pouvons observer notamment sur les cursus proposés à nos postes bacheliers qui peuvent désormais s'engager sur des licences directement au sortir du bac et de fait être amenés à signer ces contrats sur 36 mois. Alors on a vu aussi qu'il y a désormais un contrat de professionnalisation expérimentale qui peut amener l'entreprise à associer à une formation externe existante, eh bien des modules de formation interne, on va le voir dans quel cadre. Et donc ça peut aussi justifier en effet l'allongement à 36 mois de ce contrat de professionnalisation. Tous deux donnent lieu à des aides à l'embauche que je vais vous détailler et puis surtout à partir de janvier 2020, eh bien tous deux seront gérés par votre OPCO puisqu'en effet les OPCO vont récupérer la gestion alors à la fois administrative et financière du contrat d'apprentissage à partir de janvier 2020 puisque le contrat d'apprentissage ne sera plus financé auprès des écoles qui forment nos apprentis par le biais de la taxe d'apprentissage comme c'était le cas aujourd'hui au travers des régions, mais seront financés par les OPCO et au contrat. Donc il y aura une facturation au contrat. Les aides au contrat d'apprentissage, elles étaient assez nombreuses jusqu'au 31 décembre 2018. Elles se concentrent en une seule aide qui reprend toutes les aides qui étaient existantes. En revanche, pourront et peuvent en bénéficier depuis le 1er janvier 2019 seulement les entreprises qui ont moins de 250 salariés et qui embauchent des jeunes apprentis pour des formations infra Bac plus 2. Donc là, évidemment, ça change quand même pas mal la donne. La prise en charge des formations des maîtres d'apprentissage est désormais possible via votre OPCO dès cette année. Donc, c'est important de le savoir. Vous pouvez nous solliciter pour le financement de la formation des maîtres d'apprentissage et ça sera en dehors de vos enveloppes habituelles. Et puis, il y a évidemment toujours les aides de l'AGFIP lorsque nous sommes dans l'intégration d'un travailleur handicapé. Les aides au contrat de professionnalisation, quant à elles, eh bien, n'ont pas changé. En effet, il y a toujours les aides de la GFIP, les aides à l'emploi des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans pour 2 000 € et aide qui est doublée lorsque le demandeur d'emploi a plus de 45 ans. Les exonérations de charges sur les niveaux de salaire inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Prise en charge de la formation tuteur évidemment par votre OPCO et puis l'aide à la fonction tutorale qui est évidemment maintenu pour tout tuteur qui se forme et qui encadre un nouveau collaborateur en alternance. Voilà, donc je vous ai mis un lien vers le portail de la Directe qui reprend le détail de toutes ces aides, comment les percevoir, en faire la demande. Donc je vous invite à aller sur ce portail si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors pour en finir avec cette formation tuteur ou maître d'apprentissage, donc vous l'avez compris, la formation tuteur conditionne le versement de l'aide à la fonction tutorale, donc il est important que le tuteur la fasse de façon à ce que l'entreprise puisse bénéficier de cette aide. Alors, elle est relativement facile à mettre en œuvre, financée sur des fonds mutualisés en dehors de vos enveloppes. Elle peut être en continu ou en discontinu, en présentiel ou à distance. Je vous ai mis un lien vers les organismes que nous avons identifiés et qui sont susceptibles de vous proposer cette formation. En 5 points clés, elle va permettre au tuteur de se faire présenter les missions que recouvre la fonction tutorale ou de maître d'apprentissage.
réfléchir sur la mise en place et la planification d'un parcours d'accompagnement de ce nouveau collaborateur qu'il a accepté de tutorer, élaborer et analyser un référentiel d'activité professionnelle qu'il va lui confier, créer des situations de travail formatrices et d'évaluation des acquis du formé, et puis évidemment passer en revue les outils d'encadrement et de communication qu'il peut déjà connaître, si c'est un manager confirmé ou pas. Voilà pour la formation du tuteur. Alors, nouvelle modalité de formation, nouvelle modalité pédagogique qui est désormais légale, celle de l'action de formation en situation de travail. Donc je souhaitais évidemment vous en parler parce que typiquement ça peut faire partie des modalités que vous décidez de développer. Pourquoi pas dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dont vous pouvez de fait augmenter la durée jusqu'à 36 mois, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi évidemment pour l'intégration de tout nouveau collaborateur, puisqu'en effet, Pierre l'a souligné, cette période d'intégration peut prévoir des formations d'intégration plus ou moins conséquentes, on l'a vu avec l'exemple qu'il nous a apporté. Alors, qu'est-ce que c'est AFEST ? Eh bien, cette modalité reconnaît désormais qu'il y a une partie des choses que nous apprenons, une grosse partie même des choses que nous apprenons, que nous apprenons en situation de travail. Alors là, il y a vraiment une structuration de la reconnaissance de ces nouvelles connaissances qui peut se faire au travers de cette modalité. Donc l'entreprise, par le biais de la fonction RH, va identifier chez le nouveau collaborateur apprenant ses besoins en connaissances, en compétences. Elle va identifier donc un référent AFEST qui va être le chef d'orchestre en quelque sorte de ce qui va se passer au travers de la mise en œuvre d'une telle modalité. Il va en effet réfléchir et structurer la mise en situation permettant à l'apprenant d'acquérir les nouvelles connaissances dont il a besoin. Il peut aussi être le formateur, mais il peut orchestrer effectivement ce travail en faisant appel à des formateurs qui se sont mobilisés sur le sujet, sur la base du volontariat évidemment. Et donc cette formation donc qui peut être prise en charge dans la limite de 150 heures par l'ADAS, vraisemblablement. Là, je m'avance un petit peu. En fait, notre conseil d'administration est aujourd'hui en cours justement de réflexion autour de nos modalités de financement de ces nouveaux dispositifs ou même anciens dispositifs sur 2019. Et en l'occurrence, il est en train de réfléchir sur le financement potentiel du parcours de l'apprenant, de l'accompagnateur AFEST si effectivement l'entreprise fait appel à un cabinet susceptible de l'accompagner là-dessus, ou bien de la prise en charge du référent. Donc voilà, tout ceci vous sera largement précisé au cours de l'année, dans les prochains jours, les prochaines semaines, par vos conseillers AFDAS. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour en savoir plus. Alors, comment vous allez pouvoir aussi financer les autres formations susceptibles d'être nécessaires dans le cadre de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc certes, au travers de la FEST, on vient de le voir, et ce, grâce à l'évolution de la définition de l'action de formation qui a été actée dans la réforme et qui définit désormais l'action de formation comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, réalisé donc en tout ou partie à distance ou en situation de travail, c'est clairement précisé. Donc en effet, des parcours désormais multimodaux qui peuvent tenir compte de toutes les modalités d'apprentissage qui sont désormais à notre disposition. Donc ces parcours pédagogiques peuvent être soit financés par le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés qui donc ont des budgets qui leur sont réservés à ce titre, ou encore par le plan de formation de branche ou conventionnel, et ce pour toute taille d'entreprise dès lors
où la branche, évidemment, a identifié que toutes ces entreprises ressortissantes allaient pouvoir y contribuer et de fait en bénéficier. Et là, les enveloppes sont variables selon les branches et elles sont calculées en fonction des contributions conventionnelles ou des masses salariales. Voilà, donc là encore, je vous invite évidemment à vous rapprocher de vos conseillers afin d'en savoir plus sur ces financements. Pour vous accompagner dans les meilleures conditions dans le cadre des formations externes que vous pourriez avoir besoin de mettre en œuvre, eh bien, vous avez l'offre de formation clé en main de l'AFDAS qui a été négociée par nos équipes afin eh bien d'avoir à la fois le meilleur prix et la meilleure qualité auprès de nos partenaires. Les offres de formation qui sont recommandées par certaines branches professionnelles et pour lesquelles nous avons aussi mené des négociations. Et puis des offres de formation régionales qui, elles, sont plus calées, on va dire, sur les besoins des territoires et pour lesquelles nous avons aussi recensé donc dans notre catalogue de référence qualité que vous trouvez donc en ligne et dont je vous ai mis le lien, eh bien l'ensemble des partenaires que nous avons pu identifier et qui sont tous évidemment enregistrés au Datadoc, puisque vous savez que lorsqu'on est désormais un organisme de formation qui envisage de travailler avec une institution comme la nôtre, il faut impérativement avoir s'être enregistré au Datadoc et donc avoir passé cette étape pour que l'institution puisse financer le projet pour l'entreprise ou l'individu qui le sollicite. Eh bien voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette webconférence. Je remercie chaleureusement Pierre Marzin pour toutes ces précieuses informations, ainsi que Sandrine Kerroy pour toutes les informations qu'elle a pu vous apporter et les questions auxquelles elle a pu répondre. Merci, comme d'habitude, de répondre à cette petite enquête de satisfaction en 2 clics. Et j'espère eh bien vous retrouver très prochainement à l'occasion de nos prochaines webconférences. À bientôt.